Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette reprise du cycle annuel de cours. Alors, le cours de cette année porte sur le développement du système auditif. Ce développement, chez l'homme, conditionne celui du langage et, en règle générale, de la communication entre les individus, ceci dans un grand nombre d'espèces. Les performances auditives qui se mettent en place progressivement façonnent les signaux acoustiques qui véhiculeront ces échanges. Dans toutes les espèces de vertébrés qui entendent, c'est-à-dire toutes les espèces de vertébrés, à l'exception des plus primitifs comme la lamproie, ce développement comporte aussi celui de la localisation des sources sonores et de leur identification, localisation qui est essentielle à la survie des espèces puisqu'elle va permettre de déceler les proies et les prédateurs. Caractériser et comprendre comment les différentes composantes du traitement des signaux acoustiques émergent, caractériser les circuits neuronaux qui sous-tendent leur émergence, puis leur mode de fonctionnement, relève de disciplines variées allant de la psychoacoustique à la biologie moléculaire et nécessite l'intégration des données qu'elles fournissent. C'est au carrefour de ces disciplines que sont attendues les avancées majeures dans les années à venir. C'est au carrefour des disciplines que des avancées majeures ont déjà été obtenues et parfois de façon tout à fait inattendue. Ce fut le cas, par exemple, des premiers implants cochléaires, audition que certains appellent électrique. L'implantation cochléaire a permis non seulement de découvrir la plasticité du système auditif, mais aussi les caractéristiques physiques des sons de parole qui sont essentiels à l'intelligibilité de la parole. D'où le parti pris de ce cours de présenter à la fois les avancées des connaissances fondamentales acquises sur le développement normal du système auditif, celles qui portent sur certaines de ces atteintes et celles issues aussi de la restauration des fonctions auditives par l'usage des prothèses auditives. Le premier cours montrera comment, à travers des approches qui relèvent de disciplines différentes, une compréhension du développement du système auditif se construit progressivement. Face à la complexité du système auditif mature, le morcellement de l'émergence de ses propriétés au cours du développement et l'étude des changements morpho-fonctionnels des circuits neuronaux associés doivent contribuer à la compréhension du fonctionnement du système auditif chez l'adulte, en particulier en pointant certains changements critiques pour l'apparition d'une fonction donnée. Le deuxième cours sera consacré au développement des échanges vocaux en période périnatale, à leur traitement dans le cortex auditif et à l'influence de la perception auditive sur ces émissions vocales. Le troisième cours portera sur la plasticité du système auditif et nous verrons comment elle explique que l'implantation cochléaire permet une compréhension de la parole. Le dernier cours s'intéressera à un groupe d'anomalies du développement du système auditif, certaines épilepsies, réflexes ou généralisées. Les 4 cours sont en réalité très liés. Le thème de la plasticité auditive est transversal, il sera présent dans chacun d'eux. Après un bref rappel sur la nature physique des sons,
nous allons voir la séquence d'acquisition des aptitudes auditives à partir de la naissance chez l'homme. Puis nous aborderons les mesures objectives de cette maturation fonctionnelle qui seront introduites par un rappel des caractéristiques morphofonctionnelles des voies auditives. Nous nous concentrerons ensuite sur les étapes de développement en partant de la périphérie, c'est-à-dire de l'organe sensoriel auditif, la cochlée chez les mammifères, puis les neurones afférents des cellules sensorielles auditives ou neurones auditifs primaires présents dans le ganglion spiral, puis nous irons vers les premiers relais centraux, le noyau cochléaire, le complexe de l'olive supérieure. Le développement des relais auditifs supérieurs, et tout particulièrement du cortex auditif, sera discuté dans les autres cours. Alors, l'objectif est de présenter ce que l'on sait de la part de l'inné et de l'acquis à travers quelques exemples dont la connaissance est suffisamment avancée, c'est-à-dire pour lesquels des éléments de compréhension existent en ce qui concerne les mécanismes sous-jacents. La vision traditionnelle du développement du système auditif calquée sur d'autres régions cérébrales considérait deux phases. Une phase précoce, durant laquelle des connexions neuronales grossières se mettaient en place, et une phase plus tardive, durant laquelle ces connexions s'affinaient. La première phase, pensait-on, était déterminée génétiquement et indépendante de toute activité neuronale. À l'inverse, l'affinement de ces réseaux était le résultat d'interactions, pensait-on, entre le système nerveux et l'environnement. Cette vision traditionnelle a progressivement laissé place à une autre vision dans laquelle l'activité neurale et la programmation génétique entretiennent un dialogue étroit qui sous-tend la spécificité de composition et d'organisation des circuits neuronaux dès les stades les plus précoces. Depuis peu, de ce fait, la recherche sur le développement du système auditif a montré que ce système se comporte comme bien d'autres systèmes, et en particulier le système visuel. Alors, venons-en au son. Le son consiste, vous le savez tous, en des vagues de pression qui sont propagées dans des milieux élastiques et le son est essentiellement caractérisé par son intensité qui correspond à l'amplitude de l'onde que vous voyez ici, un son intense, un son plus faible, et par sa fréquence qui correspond au cycle, au nombre de cycles de cette onde par seconde. De plus, certains sons, alors on retrouve ici, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, un son de faible intensité, de forte intensité, de basse fréquence et de haute fréquence. De plus, certains sons sont, comme celui que je vous ai présenté, des sons purs, comportent une seule fréquence, mais les sons de notre environnement, et nous allons le voir pour les sons de parole, sont des sons complexes. Sur ce spectrogramme du son, on voit ici comment se distribuent les fréquences en fonction du temps, et les intensités sont figurées par un code couleur, l'intensité la plus forte étant figurée ici en jaune. Alors, pour le S, on voit qu'il existe pratiquement un continuum de fréquences. En revanche, pour la syllabe on, le spectre est complètement différent. Il s'agit de fréquences bien isolées les unes des autres, avec la fréquence fondamentale F0 et les multiples de cette fréquence qui forment ces harmoniques. Alors, de quel test dispose-t-on pour apprécier la mise en place de la maturation
des fonctions auditives. De tests psychoacoustiques principalement chez l'homme. Chez l'animal, l'utilisation des tests psychoacoustiques passe par un conditionnement de l'animal qui doit manifester sa perception auditive par un changement de comportement. De ce fait, cette approche est très lourde et peu utilisée chez l'animal. On dispose d'enregistrements électrophysiologiques non invasifs chez l'homme comme chez l'animal, et on dispose également de l'imagerie fonctionnelle. Toutes les autres explorations ne peuvent se faire que chez l'animal. Les enregistrements électrophysiologiques, longtemps limités à des enregistrements extracellulaires, à l'aide d'électrodes placées dans le cortex auditif chez les animaux anesthésiés, se font aujourd'hui sur des animaux éveillés. L'optogénétique, qui connaît aujourd'hui un développement considérable et qui permettrait de moduler à façon l'activité neuronale dans le système auditif, n'a pas encore fait son apparition dans ce domaine de recherche. La génétique, en revanche, est mise à profit, nous allons le voir, pour tracer le développement de populations neuronales, pour en modifier les propriétés et déchiffrer les mécanismes moléculaires impliqués dans les réseaux neuronaux. Alors voyons maintenant la mise en place des aptitudes auditives chez l'homme. On attend des réponses à un certain nombre de questions telles que quand se met en place la perception sonore? Quand l'audition atteint-elle un seuil de détection comparable à celui de l'adulte? Quand se met en place la perception des fréquences, la perception des sons complexes, la discrimination en intensité, la discrimination en fréquence, la perception de la modulation fréquentielle, dont voici ici une illustration. Vous avez en vert une porteuse de fréquence homogène et sa modulation indiquée en fréquence, indiquée dans le temps par le trait rouge, et dessous les effets de cette modulation en ce qui concerne la fréquence, donc qui va être alternativement élevée et basse. On voudrait également pouvoir répondre à la question quand se met en place la perception de la modulation en amplitude, qui est schématisée ici, à nouveau une porteuse de fréquence homogène. La fréquence va rester homogène, mais dans la modulation en amplitude, on va, avec des fréquences qui peuvent être variables, et dans certains tests le seront, modifier l'amplitude de ce spectre fréquentiel. On souhaite également savoir quand se met en place la localisation de la source sonore dans les différents plans horizontaux et verticaux. Ceci pour s'en tenir aux caractéristiques physiques simples des sons, mais en s'intéressant malgré tout à ceux qui ont une pertinence physiologique. En effet, et nous aurons l'occasion de le revoir dans les cours ultérieurs, ce qui est important dans la perception de la parole, ce sont les aspects dynamiques du son. Ce sont ces variations temporelles en fréquence et en amplitude, c'est-à-dire ces modulations en fréquence et en amplitude. C'est sur ces modulations que se fonde la reconnaissance des sons de parole. Et de fait, un grand nombre de travaux portent sur la maturation de la détection de la modulation en amplitude, tout particulièrement. Pour l'essentiel, la structure du système auditif est mise en place à la naissance chez l'homme. Le développement du système auditif périphérique est extrêmement complexe avec l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne,
qui ont chacune une origine embryologique différente. La maturation de certains de ces éléments peut être particulièrement longue. C'est le cas, par exemple, du conduit auditif externe. Il se forme dès la 4e ou 5e semaine de vie, mais sa formation va en réalité s'étendre sur une dizaine d'années. Il n'atteint sa taille définitive qu'à cet âge. Or, nous l'avons vu lors des cours précédents, la résonance que produit ce conduit auditif externe à une fréquence donnée abaisse le seuil de détection pour les fréquences correspondantes. Par conséquent, on va avoir, avec le temps, un déplacement du seuil de détection des fréquences en fonction de l'allongement du conduit auditif, donc vers les fréquences les plus basses. Les noyaux auditifs centraux apparaissent dans un ordre bien spécifique et à la 8e semaine, chez l'homme, à la 8e semaine de vie fœtale, le noyau cochléaire, le noyau médian du corps trapézoïde, et j'y reviendrai, le complexe de l'olive supérieur, le lémisque latéral, le colliculus inférieur, le corps genouillé médian du thalamus sont tous présents. Mais c'est seulement à la 22e semaine de vie fœtale que les axones afférents provenant du thalamus commencent à se connecter à la plaque corticale. Avant la fin du 2e trimestre de gestation, il y a suffisamment de connexions neuronales au sein du système auditif pour que des sons déclenchent une réponse. Et cette réponse, on peut l'apprécier par le rythme cardiaque lorsque le fœtus est exposé à un son. De la 25e à la 40e semaine après la conception, le fœtus devient graduellement plus sensible aux composantes spectrales et temporelles du son. Alors voyons maintenant comment se mettent en place les différentes aptitudes à déceler les sons, ceci à travers les données psychoacoustiques. Chez l'enfant, tout d'abord, l'enfant à la naissance est, comme nous l'avons déjà vu, in utero entend. Et à la naissance, il a une sensibilité au son pur monofréquentiel qui est malgré tout moindre que celle de l'adulte. Le seuil de détection est plus élevé et l'audiogramme, qui représente les pressions acoustiques, c'est-à-dire les intensités sonores, les puissances sonores, on l'a également sur cette représentation en fonction des fréquences. Ici, vous avez l'audiogramme, cette partie basse de l'adulte. Chez le nouveau-né, cet audiogramme est beaucoup plus plat. Donc ce n'est que secondairement que le seuil auditif va s'abaisser progressivement et en commençant par les hautes fréquences. Il s'abaisse d'environ 10 à 25 décibels selon les fréquences. Dès l'âge de 2 ans, la sensibilité aux hautes fréquences est comparable à celle qui est observée chez l'adulte. La résolution fréquentielle est présente à 6 mois. La discrimination fréquentielle, c'est-à-dire la possibilité de distinguer 2 fréquences proches présentées séquentiellement, n'atteint le niveau présent chez l'adulte qu'après 4 ans et sous réserve que le son soit présenté pendant une durée suffisamment longue. Et si on s'intéresse
à la discrimination fréquentielle de son bref, elle continue de s'accroître et de s'affiner jusqu'à 9 ans. La discrimination en intensité ne devient comparable à celle de l'adulte qu'à 4 ans. Si on s'intéresse maintenant à la détection de la modulation en amplitude d'un son et à sa sensibilité, celle-ci, dont j'ai dit qu'elle était essentielle à la compréhension de la parole, atteint son maximum de sensibilité à 9 ou 10 ans. Et des données récentes indiquent même qu'il y aurait maturation jusqu'à 12 ans. Quant à la sensibilité à la modulation en fréquence, elle semble varier peu avec l'âge. Des données récentes reprenant peut-être plus rigoureusement que les données antérieures la sensibilité à la modulation en fréquence établissent en tout cas que celle-ci est mature à 8 ans. Alors, la résolution temporelle, elle est définie par le temps minimal nécessaire entre deux événements acoustiques différents pour qu'on puisse les distinguer. Et là, les résultats obtenus ne sont pas tous concordants. Ils varient en fonction de la stimulation sonore, semble-t-il. Des tests différents sont étudiés. Détection de trous sonores dans un son continu, utilisation de masquage, utilisation de masqueurs proactifs ou rétroactifs. Et j'aimerais juste mentionner le test qui a longtemps fait référence dans le domaine et que l'on appelle la fonction de transfert de modulation temporelle, abrégée par les lettres TMF. Il s'agit d'un test qui a été proposé en 1979. On demande aux auditeurs de déceler une modulation en amplitude d'un son. La profondeur de cette modulation, c'est-à-dire l'importance de cette modulation, va définir le seuil de détection de la modulation en amplitude. Ce seuil va être estimé pour différentes fréquences de la modulation elle-même, lente ou rapide. Ce seuil, alors l'amplitude de ce seuil, le seuil est le même lorsque la modulation de cette enveloppe a une fréquence qui se situe entre 4 Hz et 50 Hz. Et c'est dans ces fréquences-là qu'elle est la plus basse. Au-delà de 50 Hz, ce seuil croît de 3 décibels par chaque doublement de la fréquence de modulation. Alors, la résolution temporelle est considérée comme la fréquence pour laquelle le seuil commence à se dégrader, il commence à monter. Or, il semble que chez l'adulte, comme chez l'enfant, de 6 mois, ce seuil se situe à 50 Hz. Donc, ces tests tenteraient à dire que l'on a une résolution temporelle extrêmement précoce chez l'homme. Mais d'autres tests plus sophistiqués ont été mis en œuvre qui reculent l'apparition de cette résolution temporelle fine. Venons-en à la localisation de la source sonore. Le nouveau-né localise la source sonore. Mais cette localisation va gagner en précision avec le temps. Elle augmente dramatiquement durant les 5 premières années, puisque ce que l'on appelle l'angle audible minimal, c'est-à-dire le plus petit angle que l'on puisse distinguer, varie, passe de 25 degrés à la naissance
à 4 degrés ultérieurement. Et cette progression s'étage sur plusieurs années. Dans ces réponses, comment les interpréter ? Il s'agit de pouvoir distinguer ce qui appartient à la maturation du système auditif lui-même de ce qui appartient à la maturation d'autres fonctions, comme par exemple celle de la mémoire ou de l'attention. Il s'agit ensuite de pouvoir interpréter les données obtenues pour en identifier la signification fonctionnelle. Or, si la cochlée est mature chez l'homme à la naissance, au passage, elle a sa taille définitive à la naissance, ce qui explique, nous le reverrons, le succès de l'implantation cochléaire, puisque dès la naissance, la taille de la cochlée a la taille qu'elle aura à l'âge adulte. Or, en revanche, il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'autres maturations, y compris hors du système sensoriel. J'évoquais la résonance du conduit auditif externe, qui va déplacer la courbe de sensibilité. La fonction de transfert aussi au niveau de l'oreille moyenne s'améliore en postnatal. Donc, on voit la limite des interprétations possibles en ce qui concerne les données de la psychoacoustique, données que j'ai présentées d'une façon non détaillée et qui permettent malgré tout aujourd'hui des développements bien plus fins. Alors, nous allons passer maintenant aux mesures objectives de ce développement. Et je vais discuter les potentiels évoqués auditifs, dont certains ne nécessitent pas l'attention ni même la vigilance. Et par conséquent, ils permettent de s'affranchir des difficultés que j'ai soulignées pour les tests psychoacoustiques. Alors, avant de présenter les réponses électriques auditives évoquées, quelques mots sur l'organisation du système auditif. Peut-être fastidieux pour certains d'entre vous, mais nécessaire pour comprendre la suite de l'exposé. Voici ici le schéma du système auditif. Le principe fondamental de l'organisation du système auditif est la tonotopie, c'est-à-dire la représentation ordonnée dans l'espace des fréquences sonores auxquelles les neurones sont les plus sensibles. Les neurones sont de fait plus sensibles, c'est-à-dire ont un seuil de détection plus bas à une fréquence spécifique que l'on appelle fréquence caractéristique. Donc c'est là où est leur sensibilité maximale. Les neurones qui répondent préférentiellement à une fréquence donnée sont ordonnés en fonction de la fréquence à laquelle ils répondent. Ils sont ordonnés depuis la périphérie jusque vers les centres. Ils sont ordonnés dès le niveau cochléaire, non seulement les neurones, mais les cellules sensorielles auditives de l'organe sensoriel. Et cette tonotopie, on la retrouve partout, dans chacun des relais du système auditif. Vous la voyez ici présente au niveau du cortex auditif. Alors, les mécanismes qui sous-tendent la mise en place de cette tonotopie commencent à être élucidés et j'y reviendrai. Chez les mammifères, les vagues sonores sont transmises de l'oreille externe à l'oreille moyenne, à la cochlée. Les cellules sensorielles présentes dans la cochlée, que vous voyez ici, mais que vous ne verrez pas, que vous voyez ici. Il s'agit
de 3 tubes parallèles enroulés en 2 tours et demie de spire, le tube central contenant les cellules sensorielles. Les cellules sensorielles sont de 2 types, les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes. Les cellules ciliées internes sont les véritables cellules sensorielles. Organisées en une rangée unique, ce sont elles qui transmettent l'information sensorielle, la très grande majorité, au centre, au neurone auditif, puis au centre auditif. Les cellules ciliées externes ne transmettent quasiment pas d'informations au centre auditif. Ce sont des cellules qui opèrent un traitement du signal auditif qui va en quelque sorte assister la réponse des cellules ciliées internes. En particulier, elles amplifient les signaux sonores. Nous passons ensuite nous allons ensuite voir que ces voies auditives vont, que l'information sensorielle va cheminer à travers les neurones auditifs pour atteindre le noyau cochléaire, puis je vais revenir sur l'ensemble de ces voies ascendantes qui convergent vers le colliculus inférieur, et à partir du colliculus inférieur, les voies auditives peuvent être divisées en projections centrales dans lesquelles l'organisation tonotopique est précise et organisation qui va se poursuivre jusqu'au niveau du cortex auditif. Alors, ce simple schéma des voies auditives indique à quel point le système auditif est différent du système visuel. De la rétine au cortex visuel, vous n'avez qu'un seul relais, le thalamus, alors qu'ici, on a affaire à quantité de relais distincts. J'en viens aux neurones auditifs. Les neurones auditifs, ils composent le nerf auditif et ils comprennent principalement des fibres afférentes. Et ces fibres afférentes sont de 2 types, des cellules des neurones dits de type 1, myélinisés, qui innervent la cellule ciliée interne, et des neurones de type 2 qui innervent les cellules ciliées externes. Les neurones de type 1 ne convergent pour chacun d'entre eux que sur une seule cellule ciliée. En revanche, les neurones de type 2 innervent un grand nombre de cellules ciliées externes. Nous passons au noyau cochléaire. Le noyau cochléaire est figuré ici. Il envoie des projections au niveau supérieur à travers 3 structures qui sont dites stries acoustiques dorsale, intermédiaire et ventrale. Il comporte 2 régions, une région ventrale et une région dorsale, et la région ventrale est divisée en noyau antéro-ventral et postéro-ventral. Les afférences du noyau cochléaire se terminent de façon ordonnée sur chacun des 3 noyaux que j'évoquais du noyau cochléaire. Vous voyez ici comment les branches se projettent pour une même fréquence
sur le noyau antéroventral et sur le noyau postéroventral. Le noyau cochléaire ventral comporte 5 types principaux de neurones, dont 3 présentent une ségrégation particulière dans le noyau ventral. Il s'agit des cellules en buisson sphérique et des cellules en buisson globulaire. Ici est schématisée la particularité de la synapse que forment les neurones afférents, synapses de grande taille, avec ces cellules en buisson sphérique et globulaire. Les cellules en buisson globulaire sont situées dans la partie caudale de ce noyau, mais aussi dans la partie postéroventrale. Quant au 3e type de cellules que l'on appelle octopus, ils sont situés dans la partie distale du noyau postéroventral. Alors, vous voyez ici, sur la gauche, les modes de décharge de ces différents neurones. Aussi bien les cellules sphériques en buisson que les cellules sphériques globulaires ont un mode de décharge qui est tout à fait comparable à celui des neurones auditifs. Nous verrons ultérieurement les conséquences de cette conservation du mode de décharge de ces 2 types de neurones. Les neurones en buisson vont être utilisés pour la localisation de la source sonore dans le complexe de l'olive supérieure. Les cellules octopus, quant à elles, ont un mode de décharge tout à fait distinct. Elles ne déchargent qu'à la mise en place du son et on pense qu'en réalité, elles signalent la périodicité du son. Enfin, il existe tout un certain nombre de petites cellules sur lesquelles je vais passer qui ont l'aptitude de se projeter, quant à elles, directement sur le colliculus inférieur, alors que ces cellules, les neurones du complexe olivaire supérieur vont, eux, emprunter le chemin du lemnisque latéral. Alors, un mot sur le noyau cochléaire dorsal. Ces principales cellules, vous les voyez ici, ce sont les cellules dites pyramidales. Elles vont se projeter sur la strie acoustique dorsale, puis sur le colliculus inférieur. Parce qu'elles reçoivent de nombreuses inhibitions, elles ont un type de décharge très particulier. Elles répondent à la mise en place du signal acoustique, puis elles deviennent silencieuses, puis elles déchargent à nouveau. On les appelle, on dit de leur profil, et on les appelle cellules de type poseur. Le noyau cochléaire dorsal reçoit non seulement des informations auditives, mais aussi des informations non auditives, en particulier des informations somatosensorielles. Il y a donc déjà là, dans ce premier relais central du système auditif, une intégration sensorielle qui peut se produire. J'en viens aux projections donc, des neurones des noyaux antérieurs du complexe du noyau cochléaire sur le complexe de l'olive supérieure. Alors, ce complexe comporte 9 noyaux, 4 sont principaux. En réalité, comme montré ici,
3 sons principaux, le noyau médian du corps trapézoïde, l'olive supérieure latérale en S et l'olive supérieure médiane. Les couleurs indiquent que dans chacun de ces relais, la tonotopie est préservée. Parce qu'il reçoit des informations venant des 2 cochlées, le complexe de l'olive supérieure constitue le premier relais où se produit une interférence des informations venant de chacune des 2 oreilles, interférence qui est essentielle à la localisation de la source sonore dans le plan horizontal. L'olive supérieure médiane est le centre intégrateur des différences entre le temps d'arrivée d'une onde sonore à l'une et l'autre oreille qui va permettre de localiser dans le plan horizontal les sources de basse fréquence. Quant à l'olive supérieure latérale, elle va, elle, interpréter, je vais y revenir, la différence de l'intensité du son arrivant à l'une et l'autre oreille à partir d'une source donnée en fonction de sa position déviante, plus ou moins déviante par rapport à l'axe médian, et donc, de ce fait, localiser les sources de haute fréquence dans le plan horizontal. Le lemnisque latéral, relais suivant, comporte 2 noyaux et c'est dans le noyau dorsal que se projette le système que nous venons de voir, le système de détection binaurale. Toutes les voies convergent vers le colliculus inférieur. Ce colliculus comporte un noyau central volumineux et il est coiffé d'un noyau dorsal et externe. Et les enregistrements électrophysiologiques ont permis de tracer des bandes de réponse isofréquentielle dans le cœur de ce noyau. Le thalamus est le dernier relais avant l'entrée dans le cortex auditif et il comprend 3 régions distinctes, le corps genouillé médian, la partie latérale du groupe postérieur du thalamus et le secteur auditif du noyau réticulé du thalamus. Nous passons au cortex auditif. À nouveau, un survol. Il comprend une région centrale. Cette région centrale, dit R primitive, ici nommée A1, se subdivise en 3 sous-régions, A1, R et RT. Les neurones de cette région répondent préférentiellement au son pur et avec des courbes d'accords en fréquence extrêmement étroites, beaucoup plus étroites que les courbes de réponse qui sont observées au niveau périphérique, au niveau des neurones auditifs. Ces différentes aires sont très connectées. Elles le sont également avec les aires auditives dites non primaires qui forment ce que l'on appelle les régions ceinturantes que vous voyez ici et les régions paraceinturantes, alors respectivement dites belt et parabelt, indiquées par PB ici. Ces régions reçoivent leur information les unes des autres progressivement. Alors, si maintenant on s'intéresse à la localisation anatomique du cortex auditif, on voit ici en haut la localisation des régions dites autour de la ceinture, puis ci-dessous, le cortex pariétal a été enlevé et on peut déceler
la région centrale et la région dite en ceinture. On est ici au niveau du gyrus temporal supérieur. Alors, en discutant le noyau cochléaire, j'ai beaucoup insisté en ce qui concerne le noyau antérieur sur sa participation à la localisation des sources sonores dans le plan horizontal via ses projections sur le livre supérieur. En ce qui concerne la localisation de la source sonore dans le plan vertical, elle est opérée via les projections sur le noyau dorsal, et c'est une localisation qui ne fait pas appel au traitement binaural du signal, mais qui, comme nous l'avons vu dans des cours précédents, dans laquelle intervient, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, exclusivement un traitement monaural. Alors, les tests auditifs que je vais maintenant présenter vont nous permettre d'explorer, tests électriques, vont nous permettre d'explorer la mise en place des fonctions auditives. Alors, quels sont ces tests ? Il s'agit de potentiels évoqués que l'on peut enregistrer chez l'homme et chez l'animal en réponse à la présentation d'un stimulus. Ils sont en règle générale enregistrés par l'électroencéphalogramme, peuvent l'être aussi par la magnétoencéphalographie, qui, pour cette dernière, donnera une indication beaucoup plus précise de l'origine de ces ondes. L'amplitude de ces potentiels évoqués est très faible. Elle est souvent de l'ordre, pour les potentiels évoqués auditifs, de fractions de microvolts, alors que l'activité cérébrale se mesure en dizaines de microvolts. Par conséquent, on est amené, lorsque l'on analyse les signaux recueillis, à procéder à un moyennage des signaux de bruit de fond et des signaux obtenus après stimulation sonore. Pour la plupart de ces enregistrements, on utilise un casque d'électrodes et beaucoup de ces enregistrements sont recueillis par les électrodes situées au vertex, mais enregistrent aussi bien les potentiels électriques qui viennent des neurones auditifs que du tronc cérébral, que du cortex. Et on va analyser les réponses en faisant varier les caractéristiques du son, son amplitude, sa fréquence, sa durée, et aussi des modifications plus subtiles. Les trois principaux types de potentiels évoqués auditifs qui peuvent être enregistrés sont les potentiels évoqués du tronc cérébral, Auditory Brain Response, ABR en anglais. Ils surviennent de 1,5 à 7 millisecondes après la stimulation sonore. Puis, les potentiels dont la latence de réponse est dite moyenne. Les ondes surviennent 25 à 50 millisecondes après la stimulation. Puis les potentiels à ondes tardives et lentes. Nous verrons principalement les potentiels à ondes tardives et cette onde dite de négativité de discordance, mismatch négativité en anglais, que vous retrouverez dans les publications sous le terme MMN et qui survient entre 60 et 120 millisecondes après la stimulation. Alors, les potentiels évoqués du tronc cérébral auditif, leur mesure, leur obtention, la possibilité de déceler ces ondes que vous voyez ici, suppose une décharge synchrone des différentes fibres et le parallélisme de ces fibres.
La durée de chacune des ondes ABR conditionne, que vous voyez ici numérotées de 1 à 6, conditionne la fréquence la plus basse du stimulus sonore qui pourra être utilisé. La fréquence la plus basse de ce stimulus ne doit pas avoir une période plus longue que la durée de l'onde elle-même. De ce fait, chez l'homme et surtout chez le nouveau-né, on utilise un clic, c'est-à-dire un son à large bande spectrale qui s'étage entre 1 et 4 kHz. Chez l'animal, chez la souris par exemple, qui entend des fréquences élevées, on peut tester, via ces potentiels évoqués du tronc cérébral, des fréquences élevées et en utilisant cette fois-ci des bandes sonores étroites qui présentent par exemple une variation d'environ 5% autour de la fréquence centrale. Chez l'homme, on distingue 5 ondes que vous voyez ici, parfois 6. Les ondes 1 et 2 correspondent à l'activité synchrone des neurones afférents. L'onde 5 correspond à celle du lemniscus latéral. L'onde 6, quand elle est décelée, vous voyez ici qu'elle est de petite taille, provient du colliculus inférieur. Le son met 60 millisecondes pour atteindre le cortex, donc les ondes enregistrées au-delà de 60 millisecondes proviennent de cette région. L'onde 3 correspond aux décharges des cellules en buisson du noyau de la partie antérieure du noyau cochléaire, cellules en buisson sphérique et cellules en buisson globulaire. L'onde ne peut pas enregistrer les réponses du noyau dorsal, puisque nous avons vu, elles sont de type poseur, elles se maintiennent beaucoup trop longtemps. En revanche, ces potentiels évoqués enregistrent très bien les réponses en buisson globulaire et sphérique qui ont des profils de décharge comparables à ceux des neurones auditifs. Donc il faut bien connaître la limite des conclusions que l'on peut tirer de ce type d'analyse des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral. Comment évolue la réponse ABR ? Les réponses du tronc cérébral sont présentes chez les enfants prématurés entre la 27e et la 29e semaine. Elles n'acquièrent cependant un profil adulte qu'à 1 an. Et leur latence s'abaisse jusqu'à 3 à 4 ans. Ces changements sont en rapport avec la myélinisation des neurones, un élément clé de la maturation du système auditif qui accroît la vitesse de conduction axonale. La myélinisation survient relativement tardivement dans le développement, autour de la 27e semaine de gestation, et elle se poursuit en période postnatale. Voyons maintenant les potentiels de latence de réponse dite moyenne, qui surviennent entre 25 et 50 millisecondes. Ceux-là, contrairement aux potentiels que je viens d'évoquer, sont enregistrés sur des individus vigilants. Ils demandent un environnement calme et un certain degré d'éveil. Intérêt majeur de ces potentiels, ils permettent de faire un audiogramme objectif. Autrefois, lorsque la situation des centres hospitaliers n'était pas ce qu'elle est, on pouvait étendre l'exploration des réponses auditives à ces ondes et à
j'aimerais vous signaler le fait que les réponses que l'on mesure du tronc cérébral, les réponses évoquées auditives mesurées au niveau du tronc cérébral, chez l'enfant à la naissance, et qui constitue le test rapide de détection de la surdité, explorent la réponse de 1 à 4 kHz, mais n'explorent pas les réponses à des fréquences plus basses. Donc ces ondes ont des latences apparaissent au bout de 25 à 50 millisecondes et sous la forme d'ondes successives, négatives et positives, NA, PA, NB, PB, etc. Alors, la forme de ces ondes est tellement différente chez le nouveau-né comparé à ce qu'elle sera chez l'adulte qu'il est difficile d'établir une correspondance entre les ondes observées chez le nouveau-né et celles observées chez l'adulte. Pour autant, ces ondes atteignent un stade mature entre environ 10 et 14 ans. Alors, les derniers types d'ondes complètement corticales sont les ondes lentes et tardives. Les ondes lentes. Alors, avant de passer aux ondes lentes, voici ici figurées les ondes dont je viens de vous parler au niveau du tronc cérébral et les ondes de latence moyenne. Alors, ces ondes lentes comportent la séquence P1, N1, P2 qui signifie réponse négative à 100 millisecondes, positive à 200 millisecondes. Et nous allons voir que ces réponses, pour la réponse N1, surviennent également lors d'autres stimulations sensorielles. Elles permettent, elles aussi, d'établir un audiogramme objectif. La réponse à l'onde N100 se développe lentement, à nouveau entre 1 et 4 ans, avec l'apparition d'abord d'une onde positive, P100, puis d'une onde négative, N200, et on pense que l'onde N200 deviendra l'onde N100 de l'adulte. L'ensemble du complexe, on considère, se développe jusqu'à l'âge de 10 ans. Il existe différents types d'ondes N100, négatives à 100 millisecondes, qui sont détectées en période postnatale. Certaines correspondent à l'hémisphère gauche et sont matures à 3 ans, d'autres à l'hémisphère droit et sont matures à entre 7 et 8 ans. J'en viens maintenant à une onde tardive qui est dite révéler ce que l'on appelle la négativité de discordance. Elle a été découverte en 1978 par Nathanen. Elle explore la réponse automatique et inconsciente du système auditif à toute discordance. Elle marque le fait que le système auditif décèle n'importe quel type de déviance dans une séquence sonore régulière. C'est donc un outil objectif pour évaluer la perception sonore de certains paramètres acoustiques. Et elle est mise à profit pour étudier la perception des sons, en particulier, nous le reverrons lors du second cours, des sons de parole chez le tout petit. Ceci comprend même la possibilité de déceler des discordances dans la syntaxe. Cette onde, vous la voyez ici, c'est la grande onde rouge plongeante, dite MMN, qui est légèrement décalée par rapport à l'onde N1 que j'évoquais tout à l'heure. Toute rupture dans l'homogénéité d'une séquence sonore, un son simple, par exemple,
vous présentez sous forme répétée un son qui a la même hauteur sonore et la même durée 5 fois de suite. Vous la variez, cette hauteur sonore, pour le 6e stimulus. Vous repassez à 5 stimulations sonores de même hauteur, et ainsi de suite. Vous avez la mise en place de cette onde. Vous variez la durée de la stimulation. Présentation de 5 stimulus de même durée, puis on change la durée dans n'importe quel sens, vous avez l'apparition de cette onde. Vous variez l'intensité, vous avez un même stimulus sonore identique plusieurs fois de suite, vous en variez l'intensité, vous déclenchez cette onde. Vous présentez plusieurs fois la stimulation dans un point donné de l'espace sonore, puis vous la déplacez, vous revenez à nouveau à la position initiale et ainsi de suite, vous avez cette réponse sonore. Et même pour des séquences complexes, par exemple, des intervalles fréquentiels entre 2 fréquences différentes que vous présentez plusieurs fois. Par exemple, des intervalles entre 12 demi-tons qui changent, pour lesquels vous variez la fréquence, mais pas la différence de fréquence. Puis vous changez d'un seul coup la différence en 7 demi-tons. Par exemple, vous passez de 12 à 7 et vous avez cette onde. Donc cette onde détecte la violation de toute régularité qui se manifeste dans un stimulus sonore. Elle est présente chez l'animal, chez l'homme, adulte, mais aussi chez le nouveau-né, y compris chez le nouveau-né qui dort. Certains la considèrent comme la marque d'une intelligence sensorielle primitive, puisqu'elle est présente chez l'animal. Elle offre donc un moyen très puissant pour suivre la mise en place des différentes aptitudes perceptives sonores. Elle est présente dans d'autres systèmes sensoriels, mais elle est beaucoup moins documentée. Alors que, vous l'avez vu, elle a été découverte depuis plus de 30 ans. Elle est présente dans le système visuel. Elle indique que le cortex auditif, à partir de répétitions régulières, élabore des traces mnésiques et que toute irrégularité est automatiquement décelée, et ceci très précocement. Si l'on s'intéresse à la détection de cette onde chez le jeune enfant, s'il existe une irrégularité fréquentielle, des fréquences présentées de façon ascendante, 1, 2, 3, 4, 5, on change, rupture dans l'ascension, à partir de 4 mois, on verra apparaître cette onde N1. Le rapport de hauteur que j'évoquais tout à l'heure, que l'on garde constant sur 5 stimulations répétées, puis que l'on change entre 2 fréquences, il est détecté chez le nouveau-né qui dort. Nous verrons que ceci permet d'identifier en fait l'existence d'un processus automatique et que le nouveau-né répond même à la hauteur sonore, on peut le voir indépendamment du timbre. J'y reviendrai lors du prochain cours. Il faut souligner que la présence de cette onde ne signifie pas que la personne qui écoute, s'il s'agit d'un adulte, va être capable d'expliciter la différence qui était perçue. En règle générale, à l'issue de ces tests, un adulte est incapable de dire quelle est la variation qui a été décelée. L'amplitude de cette réponse négative est corrélée à l'importance de la discordance. Alors, enfin, il existe d'autres ondes plus tardives, P300, qui signifie qu'elle survient 300 millisecondes après la stimulation sonore. Elle nécessite un degré de conscience et elle ne prend sa forme adulte que vers 20 ans. Donc, nous voyons qu'in utero, le fœtus entend, mais que le développement du système auditif se poursuit jusqu'à l'âge adulte,
s'affinant progressivement dans ses performances acoustiques comme dans ses performances électrophysiologiques, et ce qui est important, dans celles qui ne requièrent pas d'attention. Alors, nous allons voir maintenant comment se met en place la connectivité du système auditif. Alors, tout d'abord, la connectivité anatomique. Alors, c'était d'autres exemples que j'ai oublié de vous montrer. On y reviendra dans le prochain cours. On peut utiliser des traceurs génétiques pour identifier à quel moment les différents neurones se projettent sur leur cible et identifier si, lorsqu'il y a formation de telles projections neuronales, le relais d'amont est ou non déjà mis en place. Alors, ceci est faisable chez l'animal, et en particulier chez les rongeurs, et on le reverra aussi ultérieurement chez d'autres animaux, parce que ces animaux naissent sourds à la naissance. En réalité, ceci est dû au fait que le potentiel endocochléaire, donc présent à l'intérieur de la cochlée, n'a pas atteint un stade mature, ce qui ne permet pas de générer une réponse au niveau des potentiels d'action. Alors, un travail effectué en 2007 dans le groupe que dirige Lisa Godrich et qui a été publié dans la revue Journal of Neuroscience éclaire la façon dont se mettent en place les connexions des neurones auditifs. On sait que dans la vésicule otique, c'est-à-dire les premières étapes de formation de l'oreille, le facteur de transcription neurogénine 1 est exprimé dans la région où se forment les neurones auditifs et vestibulaires. Dans cette étude a été tracée l'origine et le développement de ces neurones auditifs en mettant à profit l'approche génétique suivante. Elle utilise des souris transgéniques qui expriment une enzyme, une recombinase qui peut déléter des fragments d'ADN et qui est inductible en présence d'une drogue, le tamoxifène. Cette recombinase inductible est placée sous le contrôle du promoteur du gène qui code pour la neurogénine 1. Et ces souris expriment un gène rapporteur qui va être un traceur de leur présence. Ce gène code pour une enzyme, la bêta-galactosidase, dont on peut révéler l'activité, et cette enzyme va se répandre lorsqu'elle est présente dans l'ensemble du neurone. Lorsqu'il y a induction par le tamoxifène, le gène rapporteur va pouvoir être délété d'une séquence qui va permettre d'activer son expression, c'est-à-dire d'exprimer la bêta-galactosidase. On peut jouer sur les doses de tamoxifène, de sorte que, en utilisant des doses minimales, au lieu d'avoir une expression de la recombinase crée dans l'ensemble des neurones, ce qui ne permettra pas de suivre le trajet individuel de chaque neurone, on va utiliser des doses de tamoxifène extrêmement faibles dans l'espoir d'avoir quelques neurones, quelques précurseurs et leur descendance qui seront marqués, ce qui permettra de voir précisément où se projettent ces différents neurones. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le corps cellulaire ainsi marqué de 7 à 8 neurones primaires, auditifs primaires, de type 1,
pour ceci, puisqu'il se projette à un seul endroit, et de type 2 pour celui-ci, puisqu'il se projette sur une longue distance et qu'il va innerver plusieurs cellules sensorielles externes. Ce que l'on voit ici, c'est les projections telles qu'on peut les observer au jour embryonnaire 15,5. Les neurones de haute fréquence se projettent alors dans la partie dorsale du noyau cochléaire, comme ils le feront à l'âge adulte, ce qui indique que les premières projections sont tonotopiques. De même, ou en miroir, les neurones basse fréquence vont se projeter sur la région plus ventrale. Donc, d'emblée est établie une carte tonotopique grossière sur le noyau cochléaire. Ce qu'il importe de souligner, c'est qu'en ce qui concerne les basses fréquences, comme la cochlée mature de la base à l'apex, c'est-à-dire des fréquences hautes aux fréquences basses, les neurones auditifs que vous voyez ici se projeter sur le noyau cochléaire, de l'autre côté, du côté de leur dendrite, n'ont pas encore connecté les cellules sensorielles auditives. Donc la séquence des événements est la suivante. Les neurones de type 1 et de type 2 atteignent leur cible avec des projections tonotopiques sur le noyau cochléaire avant toute activité électrique du système. Alors, le noyau cochléaire à cette date est extrêmement immature puisque certaines cellules sont encore en division. Ce qui est important de souligner, c'est donc que ces neurones de type 1 et de type 2 ont acquis leur identité en type 1 et type 2 avant de recevoir une information électrique des cellules sensorielles auditives. Alors, existe-t-il des indications d'un affinement de la tonotopie des projections que vous voyez ici dans la période postnatale? La réponse est oui. Elle vient de travaux effectués chez le chat par Patricia Leak. Cette fois, les données reposent sur une approche beaucoup plus traditionnelle. Il s'agit de l'injection de neurobiotine qui va permettre de marquer ces neurones, l'ensemble de ces neurones, y compris leur projection au niveau du noyau cochléaire. On procède à 2 injections de neurobiotine distantes et très localisées. Et l'on regarde, en fonction du temps, les projections que l'on peut observer sur le noyau cochléaire. Vous voyez ici, on le reverra, à titre d'exemple, on peut caractériser les fréquences correspondantes, les projections de 17 pour des fils de 17 qui répondent à 17 Hz, 35 Hz. Nous allons y revenir. Au stade immature, ces projections, on est ici chez le chat, sont beaucoup moins définies, comme vous le voyez ici, pour ce qui est de la bande de 20 kHz. Au stade adulte, elles le sont bien davantage. Par conséquent, oui, il y a projection tonotopique sur le noyau cochléaire, indépendante de toute activité électrique, mais il y a secondairement un affinement de ces projections. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à l'établissement de cette tonotopie et au mécanisme de l'affinement des projections tonotopiques. Dans l'exemple que je viens de mentionner,
les dates auxquelles ont été faites ces expériences ne permettent pas de distinguer, puisqu'elles sont en période immédiatement postnatale et adulte, ne permettent pas de distinguer quelle est la contribution de l'activité spontanée du système auditif que je vais maintenant décrire et de son activité induite par le son, puisque, compte tenu des dates explorées qui manquent d'une date intermédiaire. L'établissement de la tonotopie, elle ne peut maintenant se discuter dans sa période d'affinement de cette tonotopie sans introduire l'existence d'une activité spontanée électrique dans le système auditif précoce. C'est à Berglès et à ses collaborateurs qu'on doit le fait d'avoir démontré qu'immédiatement après la naissance, chez le rat qui n'entend pas, puisqu'en raison du potentiel évoqué auditif qui s'établit seulement tardivement, il n'entendra qu'à la fin de la 2e semaine après la naissance, il existe des décharges spontanées de potentiel d'action sur les neurones auditifs que l'on dit en mini-rafales. Elles sont très sensibles, très semblables, à celles qui ont été observées au niveau de la rétine en période postnatale. Ces rafales de potentiel d'action durent de 2,5 à 3 secondes. Elles surviennent à un rythme variable, 1 à 2 minutes. Ici, donc, au niveau des neurones auditifs, mais aussi, on les trouve en période postnatale, au niveau du complexe olivaire supérieur et même au niveau du colliculus inférieur. Que va-t-il se passer? Lorsque se met en place l'audition, cette activité spontanée va disparaître pour laisser place à une activité spontanée d'un profil tout à fait différent, qui est totalement inhomogène d'une fibre afférente, c'est-à-dire d'un neurone auditif à l'autre, puisque plusieurs neurones auditifs afférents établissent des synapses avec une seule cellule sensorielle auditive, mais que leur profil de décharge spontanée est très variable d'un neurone à l'autre. Les fibres qui ont un profil de décharge très élevé ont un seuil de réponse très faible. Au contraire, celles qui ont un profil de décharge peu important, avec des rythmes faibles, doivent être stimulées par des sons plus importants pour répondre. J'en reviens à notre activité spontanée. Voici ici un schéma qui représente une section de la cochlée en développement. Vous voyez ici toute une masse de cellules de support. En bleu, les cellules sensorielles internes et externes. Jouxte les cellules ciliées internes, les authentiques cellules sensorielles, un ensemble de cellules de support. Ce que ces auteurs ont montré, et ceci sera discuté dans la présentation qui suivra le cours par Walter Marcotti, c'est la chose suivante qui est schématisée ici. Ici, la cellule sensorielle. Les cellules de support dont je vous ai dit qu'elles étaient présentes durant la cochlée en développement, puis disparaissent ensuite, libéreraient de l'ATP. Cet ATP viendrait stimuler les récepteurs de type purinergique P2X. Il s'ensuivrait une dépolarisation de la cellule avec entrée de calcium
et donc fusion des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique et genèse d'un potentiel d'action. C'est à ce schéma-là, c'est ce schéma-là qui rendrait compte, selon ces auteurs, de cette activité spontanée. Plus récemment, ils ont montré qu'il existe une activité spontanée, c'est-à-dire des courants que l'on peut enregistrer dans ces cellules de support même de l'organe de Kolleker, que je vous ai montré ici. Ceci s'appelle l'organe de Kolleker. Il existe une activité électrique. Elles sont stimulables par l'ATP. Et cette stimulation baisse en fréquence avant l'apparition de l'audition et en amplitude au moment de l'apparition de l'audition. Plus, ces cellules de support ou de soutien de l'organe de Kolleker présentent des variations de forme. Elles se contractent environ toutes les 10 secondes, comme ceci est indiqué ici. Vous voyez les différentes cellules de support indiquées par des couleurs distinctes et leur contraction indiquée également par un code couleur. Elles se contractent à intervalles irréguliers et tant que cette contraction dure, on enregistre de fait des potentiels des potentiels spontanés sur les neurones auditifs. Cette activité spontanée que nous avons vue jusqu'à présent au niveau du neurone auditif sur les relais centraux, puis maintenant dans la réponse à l'ATP des cellules de support, on la retrouve aussi au niveau des cellules ciliées internes. Elle a un profil temporel qui est tel que la fréquence des décharges augmente jusqu'à la naissance indiquée par ce cylindre gris, puis la fréquence baisse, et quant à l'amplitude, elle augmente, puis ensuite de ça, elle baisse. L'ensemble de surcroît, ces auteurs ont montré, point essentiel, que les différentes cellules de support de l'organe de Kolleker, qui sont à proximité les unes des autres, ont des profils de décharge qui sont corrélés à leur distance. Ceci indique que ces cellules agissent les unes avec les autres. Plus, si maintenant on enregistre la réponse d'une cellule ciliée interne, en parallèle de la visualisation des changements de forme d'une cellule de support de l'organe de Kolleker, on s'aperçoit qu'il y a une réponse électrique de la cellule ciliée interne sous réserve que la cellule de support qui est censée libérer l'ATP soit située à proximité de la cellule sensorielle. Ceci peut se résumer de la façon suivante. Il existe une libération d'ATP par les cellules de support de l'organe de Kolleker jusqu'à la mise en place de l'audition. Il existe des courants spontanés et aussi que l'on peut provoquer par l'ATP dans ces cellules. Il existe des variations transitoires de leur concentration intracellulaire en calcium, des variations spontanées de leur forme que l'on peut déceler par des mesures optiques. Il existe des variations des courants spontanés des cellules ciliées internes, tout ceci avant l'apparition de l'audition. Il existe des potentiels spontanés sur les neurones auditifs. D'où le schéma proposé, puisque la cellule de support paraît répondre à l'ATP, le schéma proposé par ces auteurs, ici vous avez en bleu la cellule sensorielle interne, en vert le neurone auditif, en marron la cellule ciliée interne.
La cellule de support libère l'ATP, ceci peut être en rapport avec la propagation de vagues calciques via les jonctions communicantes. Il y a entrée de calcium dans ces cellules de support dans l'organe de Colliker. Ceci engendre les changements morphologiques que vous avez vus et en parallèle, on retrouve le circuit d'excitation des cellules ciliées internes que nous avons vu tout à l'heure et même la proposition que l'ATP pourrait agir directement sur les neurones auditifs. Nous allons maintenant quitter les neurones afférents et la cochlée pour nous intéresser à la maturation tonotopique des voies ascendantes. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous allons, au début de ce cours, nous allons discuter essentiellement la façon dont la tonotopie s'affine dans le complexe olivaire supérieur. Alors, en réalité, je vois que je suis absolument désolée, mais je n'aurai pas le temps de traiter avec le temps, disons, le degré de précision voulu, les deux exemples que j'avais préparés pour vous, mais je vais en extraire les conclusions et j'y reviendrai la prochaine fois. Le complexe de l'olive supérieure va traiter l'information bineurale. Il met en jeu ce que l'on appelle des neurones détecteurs de coïncidence, c'est-à-dire des neurones qui vont détecter la coïncidence temporelle et d'intensité d'une information qui leur vient de l'une et l'autre oreille. Ceci suppose, comme ces paramètres sont extraits dans un contexte fréquentiel précis, que sur ces détecteurs de fréquence, la carte tonotopique soit parfaitement ajustée pour l'information qui vient de l'une et l'autre oreille. Donc, c'est un ajustement dont on attend qu'il soit plus complexe que la simple carte tonotopique, par exemple, du noyau cochléaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, cet ajustement, de fait, il existe et il est très important. Et les deux exemples dont je vous parlerai viennent pour l'un du système de l'olive supérieure médiane qui analyse le délai temporel entre l'une et l'autre oreille. Et il vous montrera que la carte tonotopique s'affine en fonction de l'information auditive. L'autre exemple viendra de l'olive supérieure latérale, celle qui répond à la différence d'intensité, et les modifications dans la carte tonotopique dont nous parlerons sont liées, eux, à l'activité spontanée, cette fameuse activité dont je viens de vous parler. Donc, à travers ces deux exemples, on verra comment activité spontanée et activité évoquée par le son remodèlent les connexions synaptiques au niveau de l'olive supérieure latérale. J'arrête là, je suis un tout petit peu confuse de ne pas avoir eu le temps d'aborder ce problème, mais je pense que son intérêt est suffisant pour que j'en discute la prochaine fois de façon assez approfondie. Merci de votre attention.